Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast consacré au trading. Après avoir abordé le trading Bitcoin avec CryptoFanta, nous allons aborder le trading d'altcoin avec CryptoLoco. Comment et pourquoi trader d'autres crypto-monnaies, qu'est-ce qu'une alt season et comment en profiter, et sur quelle plateforme trader ce genre d'actifs. Nous verrons également ses pires erreurs et réussites, et le starter pack du trader d'altcoin. Pour m'accompagner sur cet épisode, CryptoLoco, trader professionnel et spécialisé dans les altcoins. Loco, je te laisse te présenter. Je suis CryptoLoco, ça fait bientôt 3 ans que je suis sur les marchés crypto, que je trade quotidiennement. Ça fait 2 ans et demi que je suis pro, j'ai monté ma société. Je vis exclusivement du trading d'altcoin, de shitcoin. Je me suis lancé un petit peu sur les réseaux sociaux il y a un peu plus d'1 an de ça, histoire de me faire un petit nom. J'écris quelques articles pour Cryptos notamment, pour The Coin Tribune et le journal du coin. J'ai fait quelques vidéos sur YouTube. J'essaie de me faire un petit nom au sein de la communauté française, mais je suis de plus en plus en retrait. Je suis de moins en moins motivé pour proposer du contenu. Donc je m'éloigne un petit peu. Je retourne un petit peu dans l'ombre, ce qui me permet d'avoir plus de temps pour le trading et qui est vraiment ce que je surkiffe faire. J'ai posé la même question à Fanta dans l'épisode précédent, mais comme elle est subjective, je te la pose aussi. Quelle est ta définition du trading ? Le trading, moi j'ai une vision extrêmement simple du trading et je trouve que très souvent les gens ont tendance à compliquer le truc. Pour moi, le trading, c'est acheter à un prix et vendre plus cher. Ça s'arrête là. C'est la base. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus les gens perdent de vue ce dont il s'agit, la chose si simple que je viens de citer. Et ils ont tendance à se perdre dans des analyses techniques avec 45 indicateurs pour au final te dire qu'il faut acheter à tel moment, alors qu'en fait tu achètes quand c'est pas cher et tu revends quand c'est un peu plus cher et ça s'arrête là. C'est ça le trading au final. Alors quelle est la place des traders dans le prix du Bitcoin ? Est-ce que c'est tous les traders qui définissent ce prix ou seulement une poignée d'entre eux ? Ouais, alors là, si je parle de ça, je vais pas forcément me faire beaucoup d'amis parmi les maximalistes du Bitcoin, puisque de mon point de vue, et c'est juste mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut, je pense que le Bitcoin est un produit qui est extrêmement manipulé par peu de gens, notamment les whales, bien que ce soit, je pense, de moins en moins le cas, puisqu'il y a quand même de gros investisseurs qui se sont mis dedans. Mais ouais, les whales, depuis quelques années, ils manipulent les prix à leur guise. Ils les font monter, descendre en fonction de ce qui leur convient, de ce qui est à leur avantage. Donc il y a une grosse manipulation du prix de la part de ces gens-là. Tu parles des whales, traduction baleine en français. Qu'est-ce que c'est exactement ? Une whale, pour moi, c'est quelqu'un qui dispose d'un nombre très très important de Bitcoin. Il y a même une définition qui a été faite, je sais plus combien il faut de Bitcoin pour être considéré comme une whale. C'est quelqu'un qui possède beaucoup de Bitcoin et qui est capable, de par ce fait, de manipuler les prix à la hausse ou à la baisse. Lorsqu'il va vendre de façon massive sur les marchés, ça va provoquer des flash crash ou des trucs comme ça. Et je pense que ces gens-là se regroupent, il y a forcément des groupes de whales, de mon point de vue toujours, qui se regroupent et qui, de façon à avoir un impact, qui se regroupent de façon à manipuler les prix, de façon à les faire baisser, à les monter et à avoir plus de puissance, plus de force dans leur mouvement. Donc, je serais pas surpris qu'il y ait des mecs qui vendent massivement à un instant T sur différents exchanges et qui derrière aient des shorts ouverts de façon à pouvoir, en vendant, gagner quand même de l'argent. Mais pourquoi quand les baleines déversent leur Bitcoin, le prix tombe ? C'est le fonctionnement d'un carnet d'ordre. Un carnet d'ordre, il est rempli. Plus il y a de gens qui vendent à un même instant, plus le carnet d'ordre va être creusé. Alors, je ne sais pas si je vais rentrer dans la définition du fonctionnement d'un carnet d'ordre, mais si toutes les personnes qui ont mis un ordre à 10 000 $, on va leur vendre, le prix va chuter. Ce sera le prochain meilleur offrant qui achètera du Bitcoin. Et plus on va vendre au même moment, plus ça va creuser vers le bas.
Et étant donné qu'on est sur des carnets d'ordre, même sur les gros exchanges qui sont quand même moins fournis que sur les marchés classiques où là il y a vraiment des millions et des millions et des millions. Il y a des millions dans le milieu du Bitcoin, mais moins que sur le CAC 40 ou les gros indices boursiers, évidemment. Et du coup, ça va creuser et il y a possibilité d'aller très vite, très bas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut observer très souvent des mèches sur les graphiques. Il y en a une hier sur KuCoin, sur le pairing BTC USDT, parce qu'il y a des gens qui ont vendu massivement. On est descendu à, je sais plus, pas loin des 11 000, me semble-t-il, dans ces eaux-là. Et ça, c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup de gens qui vendent d'un seul coup. Donc, ça va creuser le carnet d'ordre et on va arriver à un prix très bas. Mais du coup, face aux traders professionnels, les petits porteurs ont-ils une chance sur les marchés crypto ? Je vais avoir du mal à te répondre parce que moi, je vois comment je vis le trading depuis mon bureau tout seul chez moi. Après, j'ai du mal à me comparer à des mecs qui sont à Wall Street ou à la City et qui ont une façon de travailler, qui ont des quantités, une masse d'argent qu'ils manipulent qui est des années-lumière de ce que moi je peux faire. Ce que je peux dire, c'est que il n'y a pas forcément besoin d'être un génie de la finance. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait 45 ans d'études dans les milieux financiers et d'être expert en tout, comme le sont pas mal d'influenceurs sur Twitter, par exemple. Il suffit, je pense, d'être décidé à bosser, d'avoir un peu de balls, de courage, pas avoir peur et beaucoup de volonté et choper un bon bull run, et ça peut le faire sans partir forcément de grosses sommes. Moi, j'ai commencé avec très peu. J'ai eu la chance de démarrer pendant le bull run de 2017, donc ce qui m'a bien aidé. Mais je pense qu'on peut s'en sortir avec finalement peu de moyens dès le départ et très peu de connaissances. Moi, à la base, je viens du milieu informatique, donc j'aime me dire que la finance ou le trading, zéro quoi, à la base. Mais ça se travaille, l'expérience s'acquiert et c'est quelque chose qui, même pour un mec qui aujourd'hui est plombier, s'il rentre dans le truc au bon moment, il peut faire des trucs sympas, très clairement, sans être un génie. Toujours une question de travail, en définitive. Dans le dernier podcast, Fanta tradait surtout le roi des cryptos, à savoir le Bitcoin. Toi, tu es plus dans le trade des altcoins et shitcoins. Mais c'est quoi au juste ? La définition officielle, un shitcoin, c'est un projet qui a un intérêt un peu ambigu, on va dire, qui pullule sur CoinMarketCap. Pour moi, d'un shitcoin, allez, très honnêtement, je pense que 90% de ce qui est listé aujourd'hui sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko sont des shitcoins, sont des projets qui à terme ne vaudront absolument rien. Et je pense que d'ici 10 ans, si on regarde en arrière, on se rendra rapidement compte que c'est à peu près ça. C'est ce que je pense. Et après, ouais, les 10% du reste des alts qui sont des projets sont des projets corrects, ambitieux et qui peuvent éventuellement arriver à quelque chose. Mais après, moi, en tant que shitcoin trader, pour le fun, pour moi, un shitcoin, c'est une alt. Et je trade du Bitcoin contre des shitcoins. Et dans mon vocabulaire de crypto-loquien, on va dire, un shitcoin, c'est une alt, c'est-à-dire le BNB, l'Ethereum et tout ça. Moi, je vais en faire bondir 2-3 en disant ça. Et je considère tout ça comme des shitcoins. Pour moi, c'est tout ce que tu peux échanger contre du Bitcoin, tout simplement, est un shitcoin. C'est ma vision. C'est pas la vision de la cryptosphère, et c'est même pas une vision forcément très cohérente. C'est juste la mienne, un peu loca. On rentre dans le vif du sujet. Peux-tu nous faire le starter pack du jeune trader shitcoin qui veut se lancer ? Pas forcément. Si un mec qui veut se mettre à trader du shitcoin demain, je pourrais lui donner plusieurs recommandations. La première, c'est de ne pas avoir peur de se mettre sur des exchanges un peu lugubres. Alors lugubre, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément trop de volatilité, ça ne veut pas forcément dire des trucs à la IDAX où tu te fais hacker en 2 semaines après avoir ouvert ton compte.
Faut pas avoir peur, je pense, de se mettre sur des exchanges comme Qtrade, comme IDEX, comme Bbox, Citex, tous ces Vitex, tous ces exchanges sans trop de volatilité qui peuvent exit scam du jour au lendemain, très clairement. Je pense qu'il faut être capable de mettre un petit peu, répartir son capital sur différents exchanges. Tu te mets sur au minimum 5 exchanges, un peu olé olé comme ça. 5, voire 10, voire 15 en fonction de la dimension de ton capital. Et t'hésites pas à rentrer sur des shitcoins bien noirs qui un jour vaudront zéro, sachant que c'est pas de l'investissement, c'est du trading et que toi tu cherches à faire une plus-value rapidement. Moi dernièrement, je me régale sur Qtrade. Qtrade, il y a des opportunités absolument magnifiques et je me rince très sincèrement sur Qtrade, qui est un exchange pas forcément obscur parce que je pense que les mecs qui sont derrière sont bons, mais qui peut se faire hacker du jour au lendemain, j'en suis conscient. Voilà, il faut pas avoir peur de se mettre sur des trucs comme ça. Il faut pas avoir peur de rentrer plusieurs fois dans des shitcoins. Si par exemple aujourd'hui, moi je fais beaucoup d'average down. Alors si toute la communauté crypto va me vomir dessus parce que je viens de dire ça, et c'est le dernier truc au monde qu'il faut faire, blablabla, ouais. Et si tu veux, bon, moi j'ai envie de trading de shitcoin. Moi ce que je fais c'est de l'average down. Par exemple aujourd'hui un shitcoin sur Binance qui est à 2000, si j'achète la phase d'accumulation, si le prix baisse et arrive jusqu'à 1000 et qu'on se retrouve dans une nouvelle phase d'accumulation, j'achète de nouveau, de façon à faire descendre mon prix moyen d'achat. Et derrière, tu as toujours à un moment donné, X ou Y, un pump qui va te permettre, au pire des cas, c'est dans une situation délicate sur ce shitcoin X ou Y, de revendre à ton prix d'achat moyen et donc de retrouver ton investissement initial. Donc, pour répondre à ta question, ne pas avoir peur de se mettre sur plein d'exchanges de façon à diversifier, à diversifier ton capital. Si jamais ça se passe mal sur un exchange, t'as le reste de ton capital qui est disposé à droite à gauche. Ne pas avoir peur de rentrer sur des shitcoins un peu lugubres. Ne pas avoir peur de faire de l'average down. Alors ça inclut bien évidemment une gestion de ton capital un peu strict. Tu vas pas te mettre sur 2 shitcoins et faire de l'average down sur 2 shitcoins. Ce serait complètement débile. Puisque si ces 2 shitcoins sont délistés de l'unique exchange sur lequel ils sont, tu es forcément rect. Donc non, se diversifier sur les exchanges, mais également se diversifier sur les investissements. Aujourd'hui, personnellement, je suis peut-être sur... j'en sais rien, je vais dire un truc au hasard, je suis peut-être sur entre 20 et 25 exchanges, avec seulement 15 que je trade activement. Et au niveau shitcoin que je trade, je dois être à peut-être je sais pas, entre 250 et 500 shitcoins différents. Donc du coup, si jamais il y en a un qui se fait délister, s'il y en a jamais un qui vaut plus rien, ça représente, je perds, hein, c'est pas grave, ça représente une partie infime de mon capital et c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à pouvoir trader, à pouvoir faire mon travail ou m'empêcher de me rémunérer à la fin du mois. Merci pour ces conseils précieux. Tu viens de le dire, tu trades jusqu'à 500 shitcoins différents en même temps. Comment tu fais pour suivre tous les trades et tokens sur lesquels tu as jeté ton dévolu ? Alors ouais, voilà. Alors ça, c'est un des trucs qui est également indispensable et qui est tout aussi qui est tout aussi important que la gestion des émotions, par exemple. Il faut être capable, quand on trade, d'être complètement neutre. C'est très dur et ça demande des années d'expérience. Et très sincèrement, aujourd'hui encore, je ne suis pas complètement neutre. Il y a toujours un petit peu l'aspect émotionnel qui peut arriver à faire foirer mes trades. Très honnêtement. Et je ne sais pas sincèrement si d'ici 10 ans, je serai parfaitement neutre. Je ne pense pas qu'on puisse l'être. Mais bon, l'expérience fait on acquiert un petit peu de sagesse et on arrive à gérer un petit peu mieux ses émotions. Mais également, un aspect indispensable du trading, c'est la rigueur. C'est la rigueur et moi, tous les trades, tous les shitcoins dont je viens de te parler, et crois-moi que j'en ai tradé des saloperies depuis 3 ans que je fais ça, j'ai la totalité de mes trades qui sont dans un Excel. Dans un Excel, je marque les entrées, le prix, le jour, l'exchange, les fees que j'ai payés, la somme totale de mes différents trades. Et je sais, et donc même chose pour les ventes,
Et je peux te dire aujourd'hui, par exemple, qu'il y a 2 ans et demi, j'ai tradé tel truc, que j'ai fait un profit de temps. Ou alors, je peux te dire que j'ai tradé un shitcoin Y et que j'ai perdu du temps et qu'aujourd'hui, mon break-even, c'est-à-dire mon retour sur investissement, le prix pour atteindre le break-even est de, j'en sais rien, 125 sats, 1200. Donc, je sais constamment où j'en suis sur n'importe lequel des shitcoins que j'ai tradé au cours des 3 dernières années. Et c'est aujourd'hui quelque chose d'absolument indispensable. Je ne pourrais pas travailler sans ça. Je ne peux pas travailler sans savoir quel est mon prix de break-even, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, je suis dans une position assez délicate sur ICX, que j'ai extrêmement mal tradé depuis le début. Depuis 2 ans, je crois 2 ans et demi. Je trade, mais comme un fion. Je foire chacun de mes achats. Ça arrive, c'est pas grave. Et aujourd'hui, je sais que mon prix d'achat moyen, parce que j'ai fait de l'average down, est de, me semble-t-il, 5400 sats. On n'en est pas super loin. Il me semble qu'on est dans les 4000. On a frisé les 4500. Donc ça, c'est une information qui m'est absolument indispensable de savoir. Que fais-tu de tes gains en cas de trade gagnant? Tu les bascules en euros ou tu augmentes ton portefeuille Bitcoin en prévision du bull run? Il y a eu plusieurs phases, on va dire. Alors, lorsque j'ai commencé, il faut savoir que j'ai commencé avec très peu. J'ai commencé avec 1400 €, donc ce qui est ridicule. Clairement, tu peux pas vivre avec un capital comme ça du trading si tu peux pas. J'ai commencé donc avec très peu et au début, ce que je faisais, c'est que je réinvestissais évidemment la totalité de mes gains. C'est-à-dire que si je gagnais 100 € ou 25 en Bitcoin, je le réinvestissais immédiatement sur d'autres shitcoins. Et je me suis étendu comme ça. J'ai commencé à trader une dizaine d'alt, une vingtaine, une trentaine, etc. Et je me suis étendu. Et donc, dans un premier temps, mon objectif a été celui d'accumuler. Accumuler. J'ai très peu vendu. La première fois où j'ai vendu, ça a été 1400 € et c'était pour retrouver mon investissement initial en euros. Comme ça, je me suis dit, j'ai investi 1400, je me suis remboursé 1400. Maintenant, quoi qu'il arrive, je peux plus perdre. Et à partir de là, j'ai continué à accumuler. Alors, je tiens à préciser que c'était assez facile. C'était moins dur que ça a pu l'être en 2018 ou en 2019 quand j'ai commencé, puisque j'ai ridé le bull run de 2017. Et donc, les opportunités pleuvaient et il n'y avait pas besoin d'être un génie pour gagner facilement. Donc, voilà. Donc, dans la première phase, accumulation. Et dans la seconde phase, j'ai commencé à vendre pour pouvoir faire tourner le truc, quoi. Je sais que c'est toujours un peu perso et délicat, mais peux-tu nous dire un mot sur ta plus grande performance et ta plus grande perte? J'aime pas trop parler de mes grosses perfs, hein, parce que Twitter s'en charge déjà pas mal de ça. Les gens aiment bien parler de leurs grosses perfs. J'ai fait de très bons résultats sur les 7 derniers mois, depuis novembre 2019. Plus d'ailleurs maintenant, quasiment 10 mois. J'ai fait un x250, il y a peu d'ailleurs, avec une somme de départ extrêmement faible. Hein. On ne va pas croire que j'avais mis 300 € et que ça fait x250. Non. J'avais mis très peu, j'avais mis 10 €, je crois, un truc comme ça. Et ça a fait x250, donc c'était quand même assez sympa derrière. Ça arrive pas tous les jours, c'est extrêmement rare, mais quand ça arrive, ça fait une belle journée, quoi. J'invite madame au resto. Ma plus mauvaise expérience, mon plus mauvais trade, c'était en 2017-2018 et je suis tombé dans l'erreur classique, hein, comme tout le monde, je pense que tout le monde y passe, de fall in love with your bag. C'est-à-dire que j'étais tombé amoureux de ma crypto. Une crypto qui à l'époque s'appelait IFT, InvestFeed. J'en avais accumulé une quantité astronomique et au grand pic de IFT, donc IFT, j'avais, je crois, pour l'équivalent de 100 000 $, je dis ça de mémoire, hein, je n'assure pas les chiffres, mais entre 80 et 100 000, voire même peut-être un peu plus, pour 100 000 $ du token, que j'avais acheté très, très peu cher au final, parce que j'avais acheté ça très peu cher, j'avais acheté le dip, et j'avais accumulé. Et j'avais pas mal fait d'arbitrage aussi à l'époque entre CoinExchange et Cryptopia, donc pareil, ce qui m'avait permis d'accumuler des tokens gratuitement. Donc j'avais mes 100 000, l'équivalent de 100 000 $ de trucs. Ça montait, et je m'étais dit non, tu vends à 1 $. Alors, je crois qu'il est monté jusqu'à 0,25 cents, un truc comme ça, donc on était bien loin de mon objectif.
Et lentement, ça a corrigé, puis ça a corrigé, puis ça a dumpé, puis le projet est parti en sucette complet. C'est devenu n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait les mecs, mais c'est parti en sucette complet. Et aujourd'hui, les $100 000 de l'époque valent, je sais plus, allez, on va s'enflammer, $1,27. donc ça a été un peu dur, mais ça a été une expérience qui m'a vacciné, on va dire. Le fameux ne tombez pas amoureux de vos bagues. Et justement, si tu devais donner une qualité d'un bon trader et un défaut à ne pas avoir? La qualité, il faut, si vraiment tu veux être performant, je pense, dans un marché haussier, comme c'est le cas actuellement, sachant que quand tu es shitcoin trader comme moi, dans un marché bearish, comme on est en 2018-2019, c'est très dur de bien performer. Tu performes bien, enfin moi ça a été mon cas, hein. J'ai vécu une année 2018-2019 où c'était un peu ric-rac niveau trading, puisque je short très peu, enfin je me suis mis un petit peu dernièrement, je short très peu. Donc dans un marché haussier, il faut être capable d'être très présent, d'avoir beaucoup de temps, et c'est pas le cas de tout le monde, d'avoir beaucoup de temps pour être à l'affût de la moindre opportunité. Après, moi, je suis un peu un psychopathe dans ce domaine-là. Je suis un peu l'extrémiste du chercheur d'opportunités, puisque dans un marché boursier, dans un marché haussier, je me réveille 2-3 fois par nuit. Alors, je ne mets pas le réveil, hein. C'est automatique, c'est mon corps qui l'exige. Je ne sais pas ce que j'ai branlé, mais c'est comme ça. Je me réveille à 2h, à 4h, à 6h, mettons. Et j'ai le PC à côté, le portable, tchac, je check, vite fait. Ça me prend 3 minutes. Et s'il y a une opportunité, je me lève, je vais dans mon bureau et je vais trader. Ça rend un peu fou ma femme, et elle est habituée depuis le temps, hein. Et s'il n'y a rien, je me rendors. 3-4 minutes, je dors à nouveau. Donc il faut exploiter au maximum les opportunités qui existent dans un marché haussier, parce que dans un marché baissier, elles n'existeront plus, ces opportunités. Elles seront nulles ou presque. Donc il faut, en ce moment là, depuis quelques mois, et j'espère encore pour quelques mois, il faut être devant les écrans. Il faut regarder les trucs. Il faut voir ce qui se passe et saisir n'importe quelle opportunité. Et très honnêtement, quand je rate une opportunité, tu vois, si j'avais raté OXT dont je parlais tout à l'heure, je m'en serais voulu énormément. Quand tu prends tes trades, mets-tu un stop loss, à savoir des ordres ouverts sur la plateforme pour fermer une position en cas de perte trop importante, et donc pour ne pas perdre tout son portefeuille, et des take profit, la même chose, mais en cas de gain? Je mets des take profit, ouais, ça bien sûr. Tous mes take profit aujourd'hui sont placés. C'est pas compliqué. À partir du moment où j'achète, je place mon take profit. Pas forcément en regardant, en faisant une analyse technique très élaborée ou quoi que ce soit. Je mets ça un peu au pif, un peu en fonction de ce que je pense où je pense que le truc peut aller. En fonction du carnet d'ordre aussi. Des fois, si j'ai acheté à 2000 et que je vois qu'il y a un gros mur à 3000, je me mets juste en dessous à 2990 et des poussières. Donc le take profit, il est mis immédiatement après l'achat. En ce qui concerne le stop loss, je n'en utilise pas. Alors là, pareil, hein, je vais me faire plomber, mais j'en ai absolument rien à foutre. Moi, je n'utilise pas de stop loss. Je fais de l'average down, ce que je disais tout à l'heure, et ça marche dans bien un bon 90% des cas. Donc, ce qui fait qu'au final, j'ai soit des trades gagnants, soit des trades neutres, et une petite partie, parce qu'évidemment, il y a des trades perdants également, une petite partie de trades perdants, mais qui n'impactent pas de façon conséquente mon capital, puisque je suis éparpillé sur je sais pas combien de shitcoins. Donc pas de stop loss, non. Mais c'est pas parce que moi je fais comme ça, hein. Je répète, hein, mais j'ai une stratégie qui est complètement biscornue, qui est un peu à l'image de mon nom, un peu loca, hein. C'est un peu du n'importe quoi, mais c'est du n'importe quoi maîtrisé. Ça n'a rien à voir avec ce que font 99,9% des gars qui tradent les alts, mais moi ça marche, donc je vais pas arrêter. On le sait, le Bitcoin a des fondamentaux très importants. C'est pas le cas de beaucoup de shitcoins, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les nomme ainsi. Mais alors, comment se fait-il que certains de ces tokens surperforment de plusieurs milliers de pourcents le roi des crypto-monnaies? Un seul mot pour ça, greed, G-R-E-E-D. L'avidité, un seul mot pour ça donc, l'avidité. Si un truc,
si un truc pump sans raison, sans fondamental derrière, c'est parce qu'il y a des mecs qui pensent qu'ils peuvent faire des plus-values là-dessus, dont je fais partie de ces mecs-là. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, lorsque j'investis, lorsque je trade, quand je passe des achats sur les différents shitcoins que je trade, je suis conscient de payer plus que ce que réellement vaut le shitcoin que j'ai acheté, quel qu'il soit. Que ce soit un shitcoin bas de gamme que tu es sur Qtrade, que ce soit un link, que ce soit ce que tu veux, quel que soit le truc, j'ai la conviction aujourd'hui que je paye plus cher que ce que vaut vraiment le truc. Mais c'est pas un souci. C'est pas un souci, sachant que je pense, et j'ai la conviction certaine, qu'il y aura un mec qui sera disposé à payer plus cher que moi demain pour ce truc-là. Donc c'est pas un problème. Et dans le même sens, pourquoi les altcoins prennent une perte très importante quand le Bitcoin baisse ou monte, et performent quand le Bitcoin stagne ? C'est une excellente question. Je sais pas trop. Ça a toujours été le cas. Enfin, moi, je l'ai tout le temps constaté. Enfin, tout le temps. Depuis que je bosse là-dedans, j'ai tout le temps constaté. J'imagine que les mecs, ils vendent leurs alts pour pouvoir se placer sur le Bitcoin, qui est un truc qui monte. Au final, c'est un peu la classique, quoi. On achète ce qui monte et on vend ce qui est dans le rouge, quoi. Alors, il faudrait faire l'inverse, très clairement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'achète quand c'est en rouge, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Si j'en sais rien, moi, FET, la FET, qui est sur Binance, va perdre 30% de sa valeur, c'est là qu'il faut l'acheter, c'est pas quand il a pris 30%. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre un trade gagnant et un trade perdant. Quand tu achètes dans le rouge, tu as plus de chances, évidemment, de faire un trade positif derrière que quand tu achètes dans le vert. Si le truc il a pris 20%, c'est de suite plus compliqué de faire une plus-value. Si jamais ça te décassait la gueule et que le Bitcoin devait valoir 1000 $ demain, ça fait partie du taf, tant pis. Forcément, quand tu trades, tu prends des risques qu'il faut savoir assumer. Je les assume. Ça voudra dire que je me suis trompé. Ça voudra dire que j'aurai de grosses pertes. Et même si demain le Bitcoin vaudrait 0, et que je perds la totalité de mon capital, ça fait partie du jeu. Des regrets? Non, aucun. Ça fait 3 ans que je fais ça, ça fait 3 ans que je me régale, ça fait 3 ans que je dispose d'une liberté que peu de gens connaissent au final, puisque je travaille un peu quand je veux, quand les marchés quand les marchés sont sympas. Donc non, tant pis, ça fait partie du risque, j'assume le risque, je suis bien conscient que c'est très risqué, que si j'étais resté en tant que responsable informatique, ce que je faisais avant, j'aurais beaucoup, tout serait plus facile, notamment pour obtenir des prêts de la part de la banque. Mais ouais, non, j'assume. Si je me trompe, tant pis, je me suis trompé. C'est pas grave. Un mot plus perso. Tu as ta boîte de trading depuis quelques années. C'est bien d'être trader dans la vie de tous les jours ? Les gens me regardent un peu bizarrement. En fait, ils me regardent un peu bizarrement parce qu'ils savent pas trop de quoi il s'agit, ils savent pas trop ce que je fais, je suis pas sûr qu'ils comprennent vraiment ce que je fais, et puis c'est pas forcément quelque chose que je vais crier sur les toits non plus. J'essaie d'exposer le moins possible ma vie privée, pour des raisons de sécurité aussi, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mecs qui viennent chez moi et qui viennent me carotte à la totalité de mes cryptos. Donc j'en parle pas forcément trop, et les gens ils s'en foutent un peu, très sincèrement, et je me fous pas mal aussi de ce qu'ils pensent. C'est pas quelque chose que j'utilise pour socialement être le gars cool, donc ça j'en ai absolument rien à foutre. D'un point de vue, on va dire, en ce qui concerne la société, c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. Pour te donner un exemple très concret, récemment mon épouse qui dispose d'un CDI, mon épouse et moi qui ai donc la société depuis presque 3 ans maintenant, on est allé voir un banquier, un courtier pour faire une demande de prêt dans l'optique d'acheter une propriété. Et on s'est joliment envoyé se faire foutre pour la simple et bonne raison que le mec m'a dit que tes revenus, ton capital, tout ça, pour nous c'est 0. Et le mec cool, et le mec il m'a pas pris de haut parce que j'étais dans les cryptos, tout ça, non, même intéressé, sympa. Mais il m'a dit, écoute, je vais pas te mentir, je suis désolé de te dire ça, mais ton truc c'est mort. Ton truc c'est mort. Je présente ça à n'importe quelle banque, crypto, c'est le mot interdit, liste rouge, tu dégages. Un autre truc qui n'a pas été très très facile, qui était même plutôt dur à vivre, c'est quand j'ai voulu créer ma société. Moi je me suis dit, putain, tu crées une société, c'est quelque chose de sympa, surtout que j'ai essayé de jouer le jeu. Moi j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup la France.
Et du coup, payer des impôts et trucs comme ça, bon, ça me fait chier, hein, mais ok, on va le faire, on va jouer le jeu. Sachant que j'ai jamais essayé de carotte qui que ce soit au niveau des impôts, ça, j'ai toujours tout déclaré, j'ai toujours essayé de faire ça de la façon la plus propre qui soit, parce que pour la simple et bonne raison que je suis quelqu'un d'honnête et que je pense pas que je puisse baiser les impôts. Lorsque j'ai voulu créer ma société, je me suis, pareil, hein, mes amis les banquiers, hein, j'ai fait peut-être une quinzaine de banques après avoir créé la société, les statuts, tout propre, hein, avec une juriste. Je suis allé voir les banques, une bonne quinzaine. Ils m'ont tous dit, écoute, locaux, ça devrait le faire. Sachant que moi, je leur disais, écoutez, moi, j'ai tant d'argent aujourd'hui, j'ai déposé tant d'argent chez vous, et cet argent, il n'ira jamais sur mes plateformes de trading. Et c'est le cas. Ça a toujours été le cas. Cet argent, il sera uniquement là qui provient de mes plus-values, il sera uniquement là pour faire fonctionner la société, les charges, etc. Ah ouais, très bien. Sur le papier, les mecs emballaient. Hein. Sauf que derrière, ça partait au service risque. Et puis, t'imagines bien quand on leur a parlé de crypto, machin, trader, ouais, ils m'ont dit. Ils ne me rappelaient pas, les mecs. Ils me rappelaient pas. Donc, par conséquent, j'ai dû faire une demande, comment ça s'appelle, un droit de compte. Je ne sais plus exactement quel est le terme, une demande d'ouverture de compte. Enfin, j'ai dû passer par la Banque de France, qui elle-même a obligé une banque de mon choix à m'ouvrir un compte de base. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une carte Visa Electron. Je ne peux pas être en négatif, je ne peux pas faire de prêt. Et je suis extrêmement limité lorsque je veux procéder à des achats. T'imagines bien, j'ai une carte Electron, donc dès que je veux acheter un truc à 15 balles, c'est mort. Pourras-tu répondre à cette question qu'on entend souvent ? Le trading est un jeu à somme nulle. Quand quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre perd, et inversement. Qui se fait avoir dans l'histoire ? Ça peut être toi, ça peut être moi également. Quand j'ai acheté en 2018, quand j'ai acheté mes trucs quasiment au plus haut, en étant persuadé qu'il y avait un mec un peu plus con que moi qui allait m'acheter. En fait, non. Moi, je venais d'être le con d'un autre. Et du coup, j'avais acheté le top. Donc, ça peut être n'importe qui. En fait, c'est les marchés qui vont dicter tout ça. Le con, c'est le dernier qui achète au final et qui n'a pas la possibilité de revendre. Donc, c'est le mec qui a acheté le Bitcoin à 20 000. C'est difficile. En fait, idéalement, il faudrait être capable de bien détecter la phase d'euphorie, ce qui au final n'est pas si dur que ça. Hein. La phase euphorique, la phase exponentielle. Et d'ailleurs, j'ai un indicateur d'une fiabilité extrême pour déterminer quand est-ce qu'on est en phase d'euphorie totale. Alors déjà, tu as les médias mainstream qui commencent à bien aborder le truc et te recommandent d'acheter du Bitcoin, du XRP ou je ne sais pas quel autre shitcoin. Mais plus personnellement, moi, j'ai commencé toujours pareil, hein, je parle beaucoup de 2017-2018, mais c'était tellement sympa, putain. Fin 2017, me semble-t-il, le Bitcoin, il a 15, 16, 17 000 et il prend 1000 balles tous les jours à peu près. Il y a les mecs avec lesquels je joue au foot, des mecs, alors c'est des plombiers, c'est des informaticiens, t'as tous les corps de métier, t'as des ingés, t'as un peu de tout. Et les mecs à l'unisson, t'es un loco, toi t'es là-dedans. Est-ce que tu penses que c'est le moment d'acheter ? J'ai envie d'y mettre 2000 €, j'ai envie d'y mettre 5000 €, j'ai envie d'y mettre tant. Et moi, j'étais en train de penser, putain, si ces mecs-là qui savent absolument rien du truc commencent à vouloir investir là-dedans, j'ai commencé à vendre assez lourdement. Et je m'étais défait suite à ça de pas mal de positions. Quand on boulanger également, ou je sais pas, n'importe lequel mec, t'as un mec au boulot qui, le mec, je sais pas, il est fan du PSG, il a jamais entendu parler de Bitcoin. Il commence à te demander si c'est le bon moment pour investir, tu lui dis non, et toi, le soir, tu vas vendre. Pour retourner du côté graphique, y a-t-il des indicateurs que tu conseillerais pour les traders d'altcoin ? J'en utilise très peu d'indicateurs. Je suis pas un analyste technique hors pair, loin de là. Je me trouve même pas si bon que ça. J'utilise des trucs très simples. J'utilise les bandes de Bollinger et j'affectionne particulièrement quand elles sont très serrées. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu es dans une phase d'accumulation qui dure depuis pas mal de temps. Sur un graphique en daily, par exemple, quand tu as des bandes de Bollinger qui sont sur le point de se faire un bisou, ça commence à être pas mal. Et c'est souvent là que moi j'achète. Et du coup, ton RSI sera plutôt stable, plutôt à 50. Et j'aime beaucoup aussi utiliser les droites de tendance. Et les volumes également. Les volumes indiquent souvent... ils sont peu exploités, les volumes, alors qu'à mon sens,
ils sont bourrés d'informations. Si tu as un pump du BTC en daily, mais que tu as eu que des volumes très faibles, faut faire très attention parce que c'est pas convaincant. Mais en règle générale, non, j'utilise très peu d'indicateurs. Les plus simples du monde, les bandes de Bollinger, un petit peu le RSI vite fait, bien qu'il faut faire quand même très attention. Le RSI, pour moi, il est à ajouter avec d'autres indicateurs. Tout seul, ça peut pas s'utiliser. C'est pas parce qu'il est à 80 qu'il faut vendre. C'est pas parce qu'il est à 20 qu'il faut acheter. Non, ça marche pas comme ça. Ajouter à d'autres indicateurs, il peut être pertinent. Après, en ce qui concerne l'analyse technique et tous les indicateurs, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène de mode qui me dérange un peu d'ailleurs. Il y a quelques indicateurs qui, pendant 1 an, 2 ans, sont à la mode. En ce moment, c'est Ishimoku. Alors, si tu sais pas utiliser Ishimoku, putain, t'es pas un trader. Il y a un mec qui m'a dit ça une fois. Il m'a dit, toi, tu utilises Ishimoku, le coach? Non, honnêtement, je sais pas comment ça marche et j'en ai rien à foutre. Ah ouais, non, mais t'es pas un vrai trader. Ah bon, ok, d'accord, mais si tu veux, ça marche. Donc, il y a Ishimoku, il y a les Elliott Wave et les Fibonacci aussi. Les Fibo, putain. Les Fibo, ils placent ça, les mecs, à peu près n'importe comment. Et il y a forcément un moment où ça va taper un peu à ton... Enfin, bref. Je suis pas un grand fan et je trouve qu'il y a un phénomène de mode sur certains indicateurs qui me dérange un peu. Après, attention, je suis pas en train de dire que ces indicateurs ne servent à rien. Loin de là. Quand ils sont bien exploités, quand ils sont exploités par des mecs qui savent faire, qui les exploitent bien, notamment Maxime et Nicolas là que tu vas interviewer, c'est des indicateurs qui peuvent fournir des informations d'une pertinence extrême. Par contre, il faut savoir les utiliser. Ce que peu de gens savent faire au final. Hein, si tu regardes bien ce qui est toutes les analyses techniques que tu as balancées sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social, c'est nawak, hein, c'est du freestyle complet. Le mec, ça fait 27 minutes qu'il fait de l'analyse technique, il a déjà mis sur sa bio qu'il est expert. Il y en a beaucoup des comme ça, donc il faut faire un petit peu attention. Et le truc, c'est que le noob qui arrive sur Twitter, il voit ça, il va acheter parce qu'il y a un mec qui a posé une analyse technique absolument dégueulasse, mais qu'il a foutu les Ishimoku, et du coup, c'est bon. Donc voilà, très peu d'indicateurs, et je m'en méfie un petit peu. Et au final, je m'en sors pas trop mal, donc c'est pas si indispensable que ça. Je t'embêterai avec un dernier mot sur la réalité et la fiction des films qui traitent du trading. Dans ton quotidien, est-ce qu'on est loin du loup de Wall Street ? Déjà, sur mon bureau, il n'y a pas de ligne de coque, donc ça fait une grosse différence par rapport à ces gens-là. Après, c'est un monde tellement différent entre mon humble niveau, puisque je suis quand même, je suis par rapport à ces mecs-là qui brassent des millions, des dizaines de millions. Je suis un peu underground encore par rapport à ces gars-là. Je suis un peu en dessous, donc j'ai de grosses difficultés à me comparer à eux, sachant que on fait des métiers qui sont complètement différents au final. Ma façon de trader, clairement, elle marcherait absolument pas sur des marchés financiers classiques. C'est tout simplement impossible, de par le fait qu'il n'y a pas la même volate, que la liquidité est différente et que t'as moins de shitcoin sur les marchés boursiers classiques. C'est pas pour ça que c'est moins pourri. Mais non, c'est une façon de trader qui est complètement différente. Donc j'ai du mal à comparer à ces gens-là, bien que je les admire d'une certaine façon, parce qu'ils ont il y a un certain génie derrière ces gars-là qui force à l'admiration et au respect, je trouve. Merci Loco d'avoir partagé ce podcast avec moi. J'espère que ce 3e épisode sur le trading vous aura plu et que vous y voyez désormais plus clair sur cet univers un peu obscur pour le commun des mortels. Dans le prochain épisode, nous aborderons l'aspect chercheur de pépites avec Sisyphe. Nous verrons comment il repère les coins à fort potentiel dès le début et comment il les emmène jusqu'à l'apogée avec parfois des performances de plusieurs milliers de pourcents en quelques mois. Un autre type de trading bien différent de ceux abordés jusqu'ici. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût des prochaines news de la cryptosphère. Vous y trouverez également toute l'actu des crypto-monnaies et un guide complet pour faire vos premiers pas de jeune trader dans la jungle des graphiques.